C'est donc Jean-Luc Mélenchon, député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône, qui est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bienvenue à vous. Le vaccin contre le coronavirus n'existe pas, on le disait à l'instant. Il ne faut rien espérer avant au moins 1 an ou 1 an et demi, semble-t-il. Mais déjà, il fait polémique. Si c'est Sanofi qui le trouve, les États-Unis seront servis en premier, car explique le laboratoire français, les Américains ont investi et facilité les démarches réglementaires pour permettre les recherches. Du coup, le problème, Jean-Luc Mélenchon, c'est Sanofi ou c'est nous, la France, l'Europe, qui n'investissons pas ? Écoutez, je crois que c'est le comportement des dirigeants de Sanofi qui est inacceptable, en tout cas par nous Français. Si on se situe du point de vue de l'intérêt général des Français, il est normal que les Français ayant fait cadeau à Sanofi d'1 milliard en 10 ans de crédit d'impôt, sachant que 80% des revenus de Sanofi en France viennent de la sécurité sociale française qui rembourse les médicaments aux gens, il me semble que nous avons le droit, de la part d'une entreprise française, au moins à ne pas être trahis. L'intérêt et la fascination de M. Paul Hudson, le PDG de Sanofi, qui est un personnage qui appartient à ces élites, vous savez, qui n'ont plus de pays, plus de patrie, sinon l'argent, est tout à fait indigne et insupportable. Et les Français ont raison d'être choqués. Oui, sauf que Sanofi dit le problème, c'est que l'Europe ne partage pas les risques, alors que le gouvernement américain, quel risque, monsieur ? Oui. Quel risque ? De quel risque parle-t-on ? Quel risque Sanofi prend-il ? Sanofi, depuis qu'il a ses PDG anglo-saxons, a supprimé, a réduit le nombre de centres français. Sanofi, c'est une entreprise française qui vient de l'ancien groupe Elf Aquitaine. C'est quelque chose qui a été intégralement, totalement de la cave au grenier, payé par les Français et l'activité des Français. Donc de quoi on parle ? Ils n'ont pris aucun risque. Ils ont racheté une entreprise et ils la font fructifier avec des procédés qui parfois sont des procédés illégaux. Par exemple, essayer d'avoir fait enregistrer comme un médicament nouveau contre la tuberculose 2 molécules qui existaient déjà en les combinant. Ce sont des procédés qui montrent que nous avons affaire à des gens qui se comportent comme des prédateurs en France, comme des voyous. Qui ne s'intéressent qu'à l'argent, et c'est pas l'idée qu'on s'en fait. Moi, je sais juste, Jean-Luc Mélenchon, quand il parle de risque, en fait, il parle de risque pris par les Américains qui ont investi de l'argent pour la recherche. C'est de ce risque-là, le risque américain dont il parle. Et alors, nous, on n'a rien investi. Je viens de vous dire qu'on leur a donné, grâce au crédit impôt recherche qu'a inventé M. Hollande, on leur a donné 1 milliard en 10 ans à cette entreprise, qui pendant ce temps-là détruisait les 2 tiers de ces centres de recherche en France. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la sécurité sociale, ce n'est pas les syndicats ouvriers qui ont détruit les centres de recherche, c'est eux, Sanofi, qui les ont délocalisés les uns après les autres. Sanofi, qui avait une logique de santé publique, progressivement est devenu une machine à fabriquer des dollars. Parce que, vous savez, un jour, je manifestais avec le personnel de Sanofi et j'étais à côté d'un gars qui marchait à côté de moi, qui n'était pas du tout de mon bord politique. Et je lui dis, alors, ça s'est bien passé pour vous ? Il me dit, oui, moi je suis à la retraite. Et ce gars, il avait inventé la molécule qui servait à empêcher que les artères se bougent dans le cœur. Ce type, à lui tout seul, il avait dû sauver la vie de au moins 400 000 personnes dans le monde. Alors, j'étais très impressionné. Je lui dis, et vous ont donné quelque chose ? Il me dit, j'avais un bon salaire, j'étais content. Voilà. C'est-à-dire que c'était ça la mentalité avant dans Sanofi. Maintenant, c'est le fric, rien que le fric. Et vous savez, moi, je serais à la place de Macron, il me ferait pas peur. D'abord, je les inviterais pas à venir me voir parce que je reçois pas les traîtres. Mais vous savez, Sanofi... C'est une erreur de les recevoir ? Total. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, écoutez, il faut que le ministre de la Santé, dont c'est le ressort ou un autre, les reçoive, leur dise, écoutez, voilà, vous choisissez. Ou bien la France aura accès la première et dans les conditions qui lui conviennent à ce médicament, ou bien le lendemain matin, nous pondons une licence d'office, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire que nous avons le droit de reproduire l'assemblage de ce vaccin et nous avons le droit en quelque sorte juste de nationaliser le brevet si vous voulez pour faire. C'est ce que je propose d'ailleurs qu'on fasse avec notre pôle public sanitaire. Donc nous n'avons rien à craindre de ces gens, ils pèsent rien en face de nous. Je veux dire si la France veut se défendre, veut défendre ses intérêts, puis la France est un grand pays de recherche. Tout ce que ça c'est quoi, est-ce que c'est du patriotisme économique que vous défendez là ? Est-ce que c'est parce que l'intérêt général je défends, l'intérêt général humain. Pourquoi ces pauvres Français qui payent tout n'auraient droit à rien ?
C'est pas juste quand même. Tout le monde peut comprendre ça. Et c'est pas parce que un Anglais nous dit que les Américains sont meilleurs que les Français pour la recherche qu'on va le croire. Surtout si c'est l'Anglais qui a détruit les 2 tiers de nos centres de recherche. Alors, c'est un mélange des deux. J'aime mon pays, ça s'entend, je crois. Mais dans cette affaire, je ne suis pas en train de faire cocorico à nous les vaccins. C'est l'inverse. Moi, je pense que s'il y a un vaccin, il doit être donné à l'humanité universelle. Parce que tout le monde va être malade. L'humanité, mais d'abord les Français. D'abord pour nous en France, puisqu'on produit en France. Mais vous savez, c'est pas très compliqué de produire assez pour les Français et pour les autres. C'est pas très compliqué. Vous croyez que ce sont des choses très difficiles à assembler, tout ça? Pas du tout. Donc je dis l'humanité parce que ça signifie 2 choses. Premièrement, ce vaccin-là ne doit pas donner lieu à des royalties. Pas du tout, d'accord. Il doit être donné librement. Il doit être extrait des lois du marché. Vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron quand il dit ça? Il doit être extrait des lois du marché. Il a dit ça, il me semble qu'il a dit que c'est un bien grand mot pour dire que ça doit être gratuit pour tout le monde. Bon, ça, tout le monde arrive à comprendre ce que ça veut dire. Mais je suis très content de voir qu'il a enfin compris qu'il y a des choses qui ne sont pas dans la loi du marché. C'est magique, hein. Mais bravo. Alors, il faut sortir ça de la loi du marché. Et les autres médicaments qui aujourd'hui viennent en pénurie en France, ce que l'on sait moins, les gens le savent moins. Il y a des médicaments en pénurie, eh bien nous devons les fabriquer. Et ceux qui ne sont pas d'accord pour nous en céder les droits, eh bien il faut leur mettre des licences d'office, parce que tout le monde a le droit d'essayer de sauver sa santé. Enfin, c'est quand même basique. Hein. C'est pas très révolutionnaire ce que je suis en train de vous dire. Autre sujet du jour, Jean-Luc Mélenchon, c'est le tourisme, avec ce plan à 18 milliards annoncé par le gouvernement pour tenter de sauver le secteur. Premier point, les Français vont pouvoir partir en vacances en juillet, en août, a annoncé Édouard Philippe. Ça, c'est une nouvelle qui vous réjouit ou qui vous inquiète? Ah bah oui. Non, l'idée de partir en vacances, je suis comme tout le monde, c'est une bonne idée. Mais après, bon. Oui, vous étiez très inquiet par le déconfinement. Vous disiez que c'était trop tôt. Oui, mais je le suis toujours. Non, j'ai pas dit que c'était trop tôt, j'ai dit que c'était mal organisé. Il faut qu'on se comprenne bien. Moi, je ne dis pas c'est trop tôt, c'est trop tard. Je ne suis pas d'accord pour qu'on vive confiné. Personne ne va arriver à tenir le coup confiné. Mais il faut donc qu'il y ait des dispositions matérielles pour organiser le déconfinement. Moi, j'avais alerté le 30 mars avec tous les députés insoumis. On avait dit au gouvernement, attention, c'est beaucoup plus compliqué de déconfiner que de confiner. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Des tests et des tests et des tests, des masques pour tout le monde et gratuits. Voilà, des choses simples. Et ainsi de suite. Je vous passe le reste. Nationaliser les entreprises qui produisent plus et qui ne coûtent rien, mais qui nous aideraient, comme Famar ou Luxfer, qui fabriquent des bouteilles à oxygène médical. Pardon, je reviens juste un tout petit peu en arrière, parce que vous parlez de nationalisation. Est-ce que la nationalisation de Sanofi, c'est une hypothèse ou pas pour vous? Ça devrait être une hypothèse ou pas? Clairement, si nous gouvernions, nous, le pays, oui, on le nationaliserait Sanofi, parce que sa privatisation a été une erreur totale. Si on veut constituer un pôle public du médicament en France qui combine des sociétés privées, il en faudra bien, mais une colonne vertébrale publique très forte, Sanofi doit revenir en propriété collective des Français. Ça coûterait des dizaines de milliards de dollars. Hein. Non, ça ne coûterait pas grand-chose, monsieur, laissez-moi faire et vous verrez. Parce que une entreprise qui se fait piquer tous ses brevets parce qu'ils sont mis en licence d'office, elle ne vaut plus rien. Donc, encore une fois, les gens à choisir. Être raisonnable ou on prend tout. Pardon de parler aussi durement, mais vous savez, je suis comme beaucoup de gens indignés de voir que quelqu'un ait pu dire une chose pareille. Nous produisons en France, nous vous prenons 1 milliard, nous vous prenons 80% de nos résultats financiers ici en France, et au moment où on aura le vaccin, vous attendrez pour passer après les Américains. Vous savez, alors ça c'est de la faute aussi du gouvernement, s'il avait eu la main dessus avant. Regardez le laboratoire lyonnais, dont je garde le nom pour moi, mais comme le gouvernement ne faisait rien, il a signé un contrat d'exclusivité avec la défense nationale nord-américaine pour fabriquer des tests rapides. Donc, résultat, les Américains ont droit aux tests rapides et les Français, ils regardent passer les trains. Si tout ça, c'est pas... Vous savez, il y a de quoi se fâcher de temps à autre. Hein. C'est pas une affaire de caractère. Hein. C'est vrai que ça vous arrive de temps en temps de vous fâcher, Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est vrai. Pas à vous, je le sais, parce que vous êtes parfait, y compris quand vous vous tapez les doigts en mettant un clou. Jamais vous avez une parole plus haute que l'autre. Je vous admire, monsieur. Écoutez... Non, je blague, mais vous avez compris, quoi. Il n'y a pas aucun problème. Oui, ça m'arrive de me fâcher. En plus, sur les questions comme ça, plutôt, oui. On revient sur le plan tourisme, si vous voulez bien. Donc, ce plan à 18 milliards, est-ce qu'il vous semble être à la hauteur? Je suis pas là, il faut qu'on étudie. Nous, on a un groupe de gens qui travaillent, qui chiffrent, etc. Mais j'ai pas les moyens du gouvernement pour savoir. Alors, d'abord, commençons par dire que c'est un secteur qui est sinistré. Tout le monde arrive à comprendre ça. Si le déconfinement... Alors, monsieur Édouard Philippe est certain qu'il n'y aura pas de deuxième vague d'épidémie. Il n'a pas dit ça. Mais pas tant que...
Il a pas dit tant ça. Que ça, parce que oui. Non, mais j'ai compris parce que j'ai lu le plan et je vois par exemple qu'il a prolongé le chômage partiel jusqu'en septembre. Donc ça veut dire que quand même il a lui une petite réserve intellectuelle. Il n'est pas sûr que ça fonctionne. Mais après le secteur du tourisme est sinistré. Ça c'est la pure vérité. Et il faut donc alors soit on considère qu'on s'en fiche parce que c'est la loi du marché, ou bien on considère que non, on s'en fiche pas et on s'y intéresse. Et on essaye de sauver ce qu'on peut sauver, peut-être en réorientant aussi certaines filières. C'est le moment ou jamais. Si les gens ne peuvent pas recevoir du public, ils peuvent s'occuper à d'autres choses par rapport au développement du tourisme. Donc cette période, il faut qu'on essaye de la rentabiliser, pas simplement de la subir. Donc dans le tourisme, il faut s'occuper d'eux parce que sinon on va mourir. Figurez-vous que le tourisme, c'est 50% de l'activité, par exemple, de la Corse. D'accord ? Donc, s'il n'y a pas de tourisme en Corse, ils ne savent plus quoi faire parce que c'est une énorme. Alors, c'est un mal développement, bien sûr que l'île mériterait d'autres formes d'activité économique, mais on ne va pas faire avec des scies, faucons et tout ça. Non, on part de la réalité. La réalité, c'est que si on ne fait rien, ils seront morts. Par conséquent, tout ce qui concourt à essayer de sauver le secteur est bon. Il faut regarder maintenant qui on aide. Parce que si c'est pour aider les paquebots qui transportent des gens qui polluent tout, là non, ça m'intéresse pas, moi. Jean-Luc Mélenchon, ça fait 3 ans aujourd'hui qu'Emmanuel Macron est entré en fonction, qu'il est président de la République. Qu'est-ce qu'il a réussi en 3 ans, le chef de l'État ? C'est long. Et à se faire détester, c'est déjà pas mal, alors qu'il partait avec un très fort capital de sympathie. Et beaucoup de gens pensaient qu'il allait... Vous savez, c'est une sorte d'auberge espagnole, cet homme. Ceux qui étaient de droite pensaient qu'il allait faire une politique de droite, les autres de gauche. Et puis à la fin, on s'est retrouvé avec quelqu'un qui, à peine arrivé, a fait une chose, démolir le code du travail, derrière la retraite. Donc, si vous voulez, vous ne pouvez pas demander à un homme de ma tradition politique d'aller admirer ça, parce que c'est plutôt raté. Alors surtout, moi, ce qui me atteint le plus, c'est que l'autorité de la France sur la scène mondiale, et notamment européenne, alors, elle en a pris quand même un gros coup, parce que je crois qu'il n'était pas préparé. Ce n'étaient pas des sujets qui devaient le passionner avant. Donc, quand il est arrivé, il a cru qu'on réglait les questions internationales comme quand on vend un contrat d'assurance, un peu de séduction, un peu de ceci, un peu de cela. Lui, il était banquier, c'était ça sa tradition. Donc, c'est pas trop son truc, l'économie productive et les relations internationales. Il les voit trop comme des relations personnelles, ce que ce n'est pas. Ce sont des très vieilles nations qui négocient au niveau international. Et pour se faire respecter, il y a 4-5 codes comme ça qu'il faut savoir manier. Vous étiez son adversaire dans les urnes en 2017. La présidentielle de 2022, c'est une hypothèse pour vous ou pas ? C'est une hypothèse, comme vous dites. Déjà, ça me permet d'imaginer que je serai en bonne santé, alors qu'il y a le Covid qui rôde autour de nous. Donc, et vous avez envie d'être candidat ? Je vous dis, certainement pas. Alors, si vous voulez, s'il y a quelque chose qui est désagréable, c'est d'être candidat. Les gens croient que c'est formidable, que la notoriété, tout ça. C'est pas vrai, c'est un calvaire. Alors, pardon, vous avez envie d'être président en 2022 ? À l'instant même, si vous voulez. Non, parlons sérieusement. C'est une des hypothèses, comme vous l'avez dit. J'ai une décision à prendre. Je la prendrai le moment venu, en tenant compte des paramètres qu'il y aura à ce moment-là. Vous savez, ni vous ni moi, on se serait rencontrés il y a 4 mois. Vous auriez dit, vous, qu'il y a un virus allait venir et que les gens allaient s'enfermer eux-mêmes chez eux pendant 3 mois, là ? Non. Donc, vous voyez, il faut un peu d'humilité devant la vie, ce que les gens qui ont de l'expérience comme moi savent. Alors, on va regarder un peu moins loin. Il y a une autre élection qui approche, c'est le second tour des municipales. On parle du 21 ou du 28 juin. Vous êtes pour, vous êtes contre ? Ça vous irait, vous, ou pas, ça ? Moi, ça m'est égal. Simplement, il faut que ça se fasse dans des conditions sanitaires qui soient bien. Mais en juin... Alors après, c'est vrai que si on reporte à plus loin, il va falloir tout refaire parce que ça n'a plus de sens de faire un deuxième tour 6 mois après le premier. Donc je comprends très bien la difficulté des problèmes qui sont posés. Et ma foi, du moment, si les conditions sanitaires sont réunies, que les élections aient lieu. S'il y a un risque, de grâce, on ne recommence pas comme la dernière fois, à dire tout le monde reste à la maison sauf pour aller voter. Parce que ça a conduit à des situations qui ont été quand même assez tragiques. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. On vous a vu avec un petit catogan il y a quelques jours sur une photo que vous avez postée. Vous avez pu aller chez le coiffeur ou pas à la faveur du déconfinement ? Je vais y aller lundi. Je n'ai pas eu de rendez-vous avant parce que les coiffeurs sont aujourd'hui extrêmement sollicités. Et il faut être bien vu de son coiffeur. Pour pouvoir y aller. Non, je fais comme tout le monde. Je prends la file et j'attends mon tour. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir été en direct dans RTL Soir. Merci à vous.